Bonjour, aujourd'hui en ce mois d'octobre 2023, j'aimerais vous parler des approvisionnements internationaux des industries. Alors le sujet a été d'une actualité très aiguë en 2021-2022 puisqu'on se souvient tous des difficultés d'approvisionnement considérables auxquelles a dû faire face le secteur automobile qui n'arrivait plus à se fournir en semi-conducteurs. Mais en fait, la question des approvisionnements internationaux, ça fait un certain nombre d'années que c'est un sujet débattu. En fait, il a commencé à être débattu surtout dans les années 2010, parce que c'est sous la présidence Obama qu'on a commencé à parler de relocalisation. Alors, on ne va pas parler que de relocalisation, on va parler aussi d'intelligence économique, on va parler de stock, mais l'idée c'est de faire un petit peu le point sur l'évolution des réflexions actuellement sur l'approvisionnement international des industries. Alors, sur ce graphique, vous voyez la part des importations dans le monde en pourcentage du PIB. C'est un indicateur simplifié d'ouverture, de développement du commerce mondial, qui vous montre que dans les années 80, 90, 2000, on a eu un développement assez considérable du commerce mondial. Le commerce mondial, aujourd'hui, c'est plus du tout des échanges entre le Nord et le Sud. La moitié du commerce mondial, ce sont des biens intermédiaires, ce sont des composants, ce sont des pièces détachées qui sont fabriquées à un endroit, qui sont assemblées à un autre, qui sont échangées entre une filiale dans un pays et qui sont envoyées à une maison mère assembleuse dans un autre pays. La moitié du commerce mondial, ce sont des biens intermédiaires. Et comme vous le voyez, dans les années 2010, il y a eu une pause dans ce développement du commerce mondial, dans ce développement des chaînes d'approvisionnement industrielles au niveau international qui ont arrêté de s'allonger. Sur ce graphique qui représente schématiquement en fait une map monde, une carte du monde, vous avez donc à gauche les États-Unis, au milieu l'Europe et à droite l'Asie. Quand vous êtes dans un cercle rouge, cela signifie que le rôle du pays dans la chaîne logistique industrielle, en l'occurrence des produits électroniques, a eu tendance à diminuer. Et quand vous êtes dans un cercle vert, ça indique que le rôle de ce pays dans la chaîne logistique des produits électroniques a augmenté. Alors comme vous le voyez, l'allongement des chaînes logistiques, ce n'est pas uniquement de l'étranger lointain. Évidemment, on va parler de Chine, mais il n'y a pas que cela. Pour les pays d'Europe occidentale, l'allongement des chaînes logistiques, ça passe beaucoup par des pays d'Europe centrale et orientale, notamment la Roumanie, ça passe par la Turquie, ça passe par l'Ukraine. Pour le Japon et aussi pour la Chine aujourd'hui, ça passe par le Vietnam. Pour les États-Unis, ça passe aussi par le Mexique. Donc il faut avoir en tête que quand on parle de chaîne d'approvisionnement internationale, on ne parle pas que de la Chine, on ne parle pas que de l'Asie, on parle aussi de cet étranger proche, aux marges de l'Europe, pour ce qui concerne les pays européens. Évidemment, sur un certain nombre de produits, sur un certain nombre de branches, il y a une forte concentration géographique des producteurs, et ça explique un certain nombre de fragilités de nos chaînes d'approvisionnement. Ici, vous voyez sur ce schéma la place dans la production mondiale de certains pays en matière de produits électroniques toujours. Alors le premier cercle rouge concerne la Chine, dans tout ce qui touche à des produits électroniques, des puces sur le stockage de données digitales. Le deuxième cercle rouge, c'est la place de la Chine, toujours plus de 50% de la production mondiale dans tout ce qui est produits électroniques liés aux ondes radio, à la radiotéléphonie. Et puis le troisième cercle rouge, c'est la place de la Chine dans tout ce qui est composants électroniques photosensibles, les cellules photovoltaïques notamment. Donc comme vous le voyez, la Chine, mais aussi les Philippines ou la Corée, occupent une place très importante. On aurait pu aussi parler de l'industrie des semi-conducteurs, où 60% de la production mondiale est concentrée en Chine, en Corée et à Taïwan. Sur ce graphique-là, vous voyez aussi, pour ce qui est des batteries pour voitures électriques, la place dans la production mondiale des trois principaux producteurs à différents stades de la production. Par exemple, la colonne rouge vous indique que les trois principaux producteurs de lithium dans le monde, il y en a deux qui sont australiens et un qui est chilien, représentent à peu près 35 à 40% de la production mondiale. La colonne jaune, c'est pour le nickel, et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est la grande colonne bleue foncée. Là, c'est la production de batteries automobiles, c'est essentiellement en Chine, au Japon et en Corée, et vous voyez que les trois principales entreprises concernées représentent presque 70% de la production mondiale. Dans toute cette chaîne de valeur en fait, de la batterie électrique pour voitures électriques, il n'y a qu'un Européen, c'est Volkswagen, il est dans la colonne bleu clair pour ce qui est de la fabrication des véhicules électriques. Que pouvons-nous faire pour gérer
ce risque d'approvisionnement qui est lié à des chaînes d'approvisionnement qui sont souvent de plus en plus longues, de plus en plus complexes. Donc je vais aborder 3 thèmes: l'intelligence économique, la question de la diversification ou de la relocalisation, et puis les stocks. Pour l'intelligence économique, c'est un vrai sujet. Il y a une étude de McKinsey, il y a 2 ans, qui a montré que seuls 2% des entreprises connaissaient leurs fournisseurs de rang supérieur à 2. Le fournisseur de rang 1, on le connaît, c'est à lui qu'on paye les factures. Fournisseur de rang 2, on connaît. Fournisseur de rang 3 ou 4, on le connaît beaucoup plus rarement. Et le problème, c'est que s'il devient défaillant dans une chaîne de production, l'effet est massif et immédiat pour nos chaînes de production. Donc, il est important d'avoir une connaissance tout le long de la chaîne de production des fournisseurs jusqu'à l'extracteur initial, et puis aussi de connaître les plateformes logistiques par lesquelles nous sont envoyées les fournitures, les biens intermédiaires, la qualité des ports. C'est pas la même chose de passer par un port, un petit port en Thaïlande, que de passer par Singapour ou par Shanghai. La qualité aussi des routes de transit, de distribution, de transport. On se souvient qu'un porte-container s'était mis en travers du canal de Suez et avait mis un désordre total dans le commerce mondial international pendant plusieurs semaines. Donc tout cela nécessite du temps, nécessite des moyens. C'est relativement coûteux, mais l'idée, c'est de pouvoir, le jour où il y a un problème dans la chaîne d'appro, de pouvoir être prêt à avoir anticipé les problèmes. Pendant combien de temps je peux produire sans approvisionnement supplémentaire? Pendant combien de temps je peux avoir pour remplacer un nœud défaillant dans ma chaîne d'approvisionnement? Donc soit on internalise cette fonction dans nos entreprises, soit on les confie à des entreprises d'intelligence économique. Il y en a qui sont très performantes. Alors, la relocalisation de notre chaîne d'approvisionnement, c'est quelque chose sur lequel les économistes sont globalement pas très favorables, parce qu'en fait, c'est très coûteux. Si vous avez investi dans des actifs dans un pays et que vous voulez changer carrément votre pays en termes d'approvisionnement, tout ça peut générer des coûts d'actifs non amortis, des stranded assets. Vous évitez les risques du pays lointain, mais vous allez avoir les risques du pays de l'étranger proche. C'est le cas, par exemple, avec l'Ukraine pour le secteur automobile. Donc, c'est pas sûr que relocaliser, ça diminue les risques. Mais c'est vrai que parfois, en raccourcissant la chaîne de production, on est moins soumis aux questions de droit d'importation, surtout quand on relocalise en Roumanie à l'intérieur de l'Union européenne. La diversification, c'est souvent plus simple, c'est souvent plus rapide, et donc c'est quelque chose qui a beaucoup été utilisé par les Américains qui ont appliqué la tactique du Chine plus 1. Ils gardaient un fournisseur chinois et puis en parallèle, ils contractualisaient avec un fournisseur vietnamien. Donc ça peut être fait aussi en Europe avec, je dirais, les pays d'Europe centrale et orientale, la Turquie ou d'autres pays pas trop éloignés. La diversification, généralement, c'est quand même plus rapide et moins cher que la relocalisation. Alors, dans tous les cas, il y a toujours des problèmes dans ces modifications de chaînes d'approvisionnement. Si les produits qu'on importe sont assez technologiques, c'est plus compliqué de diversifier ou de relocaliser. S'il s'agit de ressources naturelles, elles sont géographiquement concentrées, parfois c'est impossible de modifier la chaîne d'appro. Et puis faire attention aux questions d'infrastructures de transport, d'infrastructures portuaires. Leur mode de fonctionnement, parfois ça peut bloquer. Et puis le troisième point, c'est les stocks. Sur ce schéma-là, vous voyez, ça vient de chez McKinsey, que la moitié des entreprises au plus fort de la crise du Covid en mai 2020 pensaient augmenter leur stock. In fine, elles ont été plus de 60% à le faire. Donc il y a un paquet d'entreprises qui ne pensaient pas restocker et qui finalement ont décidé de restocker pendant la crise du Covid. Et même chose, c'est le deuxième cercle rouge. Près de 40% des entreprises pensaient relocaliser leur chaîne d'approvisionnement au plus fort de la crise du Covid en mai 2020. Et finalement, elles ne sont qu'un quart qui l'ont fait. Donc ça illustre bien mon point précédent, c'est-à-dire que la relocalisation, c'est compliqué, c'est onéreux, et finalement, la constitution de stock, ça peut être une solution parmi d'autres. On est une génération qui a vécu avec le dogme du just-in-time. On est peut-être en train de passer à une situation du just-in-case, où la gestion des stocks, au lieu d'être un poste de coût à enfoncer, devient plutôt un poste de coût à gérer stratégiquement. Alors évidemment, constituer des stocks, ça consomme du cash, ça consomme des liquidités, mais là, et c'est une approche au cas par cas qu'il faut faire. Il s'agit de calculer, je dirais, le coût d'un stockage supplémentaire versus cette auto-assurance contre une rupture d'approvisionnement pendant X jours qui me coûtera Y euros d'exploitation.
Et ça fonctionne finalement comme une autoprime d'assurance, la constitution de stocks. Et ça, c'est assez nouveau. C'est quelque chose que les économistes sont en train de réétudier. Et ça, c'est un phénomène qui est lié vraiment aux crises récentes des chaînes d'approvisionnement. Donc, approvisionnement internationaux des industries. On peut penser à relocaliser ou à diversifier, certes, mais l'intelligence économique et la gestion des stocks, ça fait partie de la panoplie qu'il faut pouvoir évaluer au cas par cas, selon les sites, dans son industrie.